Violence policière. Depuis plusieurs années, ces deux mots sont devenus récurrents dans nombre de débats français. Cet automne, un projet de loi, la loi sur la sécurité globale, fait hurler la rue. Principale cause, un article qui interdit la diffusion des images de policiers en action dans le but qu'ils soient portés atteinte à son intégrité physique ou psychique. Dans ce contexte houleux, Loopsider révèle alors l'histoire d'un producteur de musique parisien tabassé par la police chez lui et qui aurait probablement été accusé à tort sans les images de sa propre vidéosurveillance. Le document qui va suivre est saisissant. Suite au tollé généré par ces événements, l'article 24 de la loi sur la sécurité globale est en cours de réécriture. Mais qu'en est-il de notre côté de la frontière? On va tout filmer, frérot, t'inquiète pas. Quels sont les droits des citoyens suisses en la matière et quelles questions ce rapport entre police et images soulève-t-il? Le débat autour des violences policières est moins vif en Suisse, mais il n'est pas inexistant. En novembre dernier, la vidéo d'une intervention musclée au palais de Beaulieu à Lausanne fait le buzz. En pleine polémique française, la question de la légitimité de filmer des policiers en action est remise sur le tapis chez nous. On n'a pas une vraie réponse absolue extrêmement claire, puisqu'au fond, on est dans de la pesée d'intérêt. On a d'un côté l'intérêt de la personne à ne pas être filmée, le policier, la protection de sa sphère privée, parfois un intérêt plus global de l'activité de police à ne pas être embêté dans son activité. On peut imaginer un véhicule de police qui devrait passer puis qui ne peut pas parce qu'une personne veut la filmer. Et d'un autre côté, on peut avoir l'intérêt de celui qui filme qui est, alors là, très varié parce que ça peut être l'intérêt à l'information, à la transparence ou un intérêt plus spécifique, par exemple, d'une personne qui fait l'objet de l'arrestation et qui a un intérêt à filmer à titre de preuve pour démontrer les conditions dans lesquelles elle a été arrêtée. Reste la question de la diffusion. Entre filmer une intervention dans un but de preuve en vue d'une éventuelle procédure et publier à large échelle le visage et donc l'identité d'un policier, le pas est énorme. Le policier qui est filmé, lui, on peut admettre, on peut tolérer une atteinte à sa personnalité du fait d'être enregistré dans son activité sur la voie publique, puisqu'il peut y avoir des raisons de documenter ça. Par contre, des moments où on le diffuse largement, publiquement, sur un réseau social, par exemple, sans prendre soin de flouter son visage, dans ce cas-là, on a très souvent une atteinte qui n'est pas admissible. Par contre, la remise de l'image à une autorité indépendante de contrôle, par exemple, ou éventuellement un journaliste qui va faire un travail d'enquête et qui va le publier après avoir flouté le visage, là, c'est différent puisqu'on a pris en compte l'intérêt de ce policier. Concrètement, cet intérêt est préservé par la protection de la personnalité du Code civil et par la loi fédérale sur la protection des données, l'image d'une personne étant considérée comme une donnée personnelle. Quant à leur utilisation dans un cadre judiciaire, il reste rare. Les images sont souvent assez fortes parce qu'elles ont une matérialité qui font qu'elles sont moins remises en question que des témoignages. Donc matériellement, c'est quelque chose qui peut assez bien fonctionner. Après, je ne crois pas qu'on soit dans une utilisation quotidienne de ces images non plus, puisqu'on n'a pas non plus des procédures pour des dérapages policiers qui sont extrêmement fréquents. Toutefois, à l'ère de l'omniprésence des images, du live, des stories et de la politique de l'indignation, cette forme de surveillance citoyenne généralisée peut aussi se révéler problématique. Toute mesure de surveillance n'a un sens que si elle est utilisée de manière limitée, de manière justifiée, avec toutes les garanties de contrôle qu'on doit avoir derrière. Et dès le moment où un citoyen commence d'avoir une activité de surveillance avec aucun contrôle, aucune voie de recours, il y a un vrai risque de dérapage. Et l'exemple classique, c'est une personne qui diffuse une toute petite séquence vidéo d'une arrestation, qui trouve scandaleuse les conditions de l'arrestation, mais qui n'a pas du tout le contexte et qui ne sait pas ce qui s'est passé la minute d'avant ou la minute d'après. Je pense qu'un certain contrôle social, une certaine sensibilité de la population à ce qui est tolérable et à ce qui ne l'est pas est important et ça permet de dénoncer des abus et c'est nécessaire. Par contre, il ne faut pas que ça devienne une sorte de surveillance privée de l'État qui, elle, serait évidemment malsaine.